Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette présentation dans le cadre de la semaine FEP. Aujourd'hui, nous allons parler de tous les accélérateurs pour vous permettre de faire un retour aux études et de réussir ce retour aux études. Donc, sans plus tarder, je vais proposer aux 4 personnes qui vont présenter aujourd'hui de se présenter rapidement. Alors, Karine, à toi l'honneur. Alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui? OK. ouais. Alors, c'est ça, je vais essayer de me dépêcher de me présenter, mais j'ai quand même de l'expérience en éducation, fait que beaucoup d'expérience en éducation, que je vais essayer de courte, mais vous allez voir le lien après avec Accès FEP, en fait. Et que j'y vais, d'abord, je vais juste commencer par, c'est très, très loin dans ma vie. J'ai commencé un contrat qui, en fait, a duré 8 ans pour aider les élèves en situation de décrochage. Donc, ils avaient entre 12 et 21 ans. Et j'ai eu un taux de succès de 79 élèves sur 80, ce qui m'a beaucoup sensibilisée, en fait, à la réussite à l'école. J'ai fait, après mes études de droit, de sciences politiques, j'ai dû faire des formations pour les organisations internationales avec lesquelles j'ai travaillé, pour différents publics, les juristes, les militaires, enfin les journalistes, par exemple. C'était tellement varié que je commençais à me poser la question de savoir comment on peut réussir à l'université. J'ai ensuite enseigné vraiment, j'étais chargée de cours en fait dans différentes universités où j'ai travaillé dans le monde, donc en Asie centrale, au Pakistan, en Russie, etc. Et quand je suis revenue au Québec, j'ai fait des formations en e-learning pour les différents organismes et ministères. Et j'ai été enseignante à la Commission scolaire de Montréal en francisation avant d'arriver à l'Université de Montréal. Donc, j'ai un deuxième cycle en technologie éducative et je suis au doctorat en andragogie, en fait, ce qu'on appellerait l'éducation des adultes pour faire court. Donc, pour faire court, justement, j'ai plus de 20 ans d'enseignement et de développement en éducation ici et ailleurs. Ça, je vais pouvoir faire la transition ensuite avec AccessFAIR. Merci. Caroline? Oui, oui, bonjour. Alors, je suis Caroline Bergeron. Je suis responsable de 2 certificats à la FEP, le certificat en gestion philanthropique dont on ne parlera pas aujourd'hui et le certificat en études individualisées dont on va parler abondamment aujourd'hui. Alors, pour faire quelque chose de très court, moi, j'ai une formation qui est très pluridisciplinaire. Je viens du domaine de la gestion. J'ai un bac d'HEC avec une spécialisation en économie. J'ai une maîtrise en communication. J'ai travaillé beaucoup en relations publiques en communication. J'ai également une maîtrise en muséologie. J'ai fait des expositions et en fait, justement, cette formation-là, très multidisciplinaire, m'a vraiment orientée vers une chose qui me passionne, c'est-à-dire l'apprentissage, le transfert de connaissances, comment apprendre. Et je suis très intéressée par toutes les formations multidisciplinaires, interdisciplinaires. Et je gère le certificat d'études individualisées depuis quelques années maintenant. Et ça m'a permis d'avoir un point de vue très, très, très large sur toutes les formations qui se donnent à l'Université de Montréal, celles qui se donnent à la FEP. Et ce qui me passionne, c'est de prendre votre cas, un cas, et d'essayer de trouver la meilleure formation qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels grâce au produit, le certificat en études individualisées. Alors voilà. Merci Caroline. Fabienne? Alors bonjour, Fabienne Coudary. J'agis à titre de conseillère à la réussite et au soutien au retour aux études à la Faculté de l'éducation permanente. Vu mes cheveux gris, vous vous doutez bien que j'ai pas mal de toutes sortes d'expériences variées, mais depuis bientôt 15-16 ans, je suis à la FEP aussi et j'aide des étudiants comme vous qui pensent revenir aux études ou commencer des études. Alors, dans mon rôle, j'aide les étudiants autant que possible, autant que c'est possible, de récupérer des crédits. Ça va être le sujet de ma participation aujourd'hui. Et que ce soit dans un bac par cumul ou pas, dans un cheminement de bac par cumul, il y a des reconnaissances qu'il faut savoir reconnaître et savoir comment les faire valoir dans un cheminement de programme ou de cheminement de bac par cumul.
Merci Fabienne. Et on va terminer avec Yves. Oui, bonjour, moi je m'appelle Yves Delair. Je suis passionné par l'andragogie depuis de nombreuses années, en fait, depuis 2009. Et puis, je suis tombé dans la marmite reconnaissance des acquis dans début des années 2010, au collégial d'abord. Et puis là, je donne un coup de main en période de pandémie à la FEP pour faciliter les démarches des candidats, des personnes qui voudraient entamer cette reconnaissance des acquis expérientiels. Merci. Merci. Alors justement, tu as parlé de pandémie, puis je propose qu'on commence avec Karine. Dans ce contexte de pandémie, Karine, qu'est-ce que la FEP peut offrir aux personnes qui veulent faire un retour aux études ou réorienter leur carrière avec ou sans DEC? Alors, c'est ça, on a plusieurs outils. Le premier, c'est le mien, le programme d'accès aux études universitaires, qui est en fait un acronyme qui veut dire acquisition des connaissances et des compétences aux études à la faculté à la faculté de l'éducation permanente, pardon. Et donc, ça devient Accès FEP. Ça dit son nom dans le sens où ça prépare aux études universitaires. C'est fondé sur les compétences universitaires nécessaires pour entrer dans tous les programmes de la faculté, quels qu'ils soient. Donc, ça va vous aider, ça va aider en fait à se préparer en choisissant un projet qui tient à cœur à l'étudiant. Donc, c'est lui qui choisit son projet, sa matière, et il est accompagné en fait tout au long du processus qui est intégré au programme Accès FEP. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin justement de ce programme préalable? C'est une très bonne question. Je dirais que ça, c'est en général, les étudiants, on ne se le cachera pas, ne viennent pas par choix. C'est rare qu'on dit, moi, j'aimerais prendre le programme Accès FEP. Fait que, on me pose souvent la question de pourquoi certaines universités nous admettent directement, pourquoi vous nous demandez de passer par un programme préalable, même s'il est court. C'est quand même, pour eux, ça peut apparaître comme une entrave ou comme un frein, alors qu'au contraire, c'est vraiment pour soutenir les étudiants. En fait, quand je suis arrivée à la faculté il y a 8 ans, le programme, il existait déjà un programme d'accès aux études universitaires et en fait, on a fait des analyses, on a regardé un peu les taux de réussite pour vous dire qu'il y avait 20% des étudiants qui réussissaient le programme qui s'appelait le PAE à l'époque et 2% qui réussissaient dans leur certificat. Alors, on a décidé de modifier ce programme-là, de fonder ce programme sur les bases des compétences universitaires, qui nous donne aujourd'hui un taux de réussite au programme Accès FEP de 75% à peu près, et dans les certificats, 90%. Et je ne vous cacherai pas que quand les étudiants ne réussissent pas, c'est souvent, très souvent, parce qu'ils n'ont pas écouté nos conseils. Donc, ils veulent aller trop vite ou comment dire, ils ne se sont pas assez renseignés. C'est pour ça que je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui est très important parce que ça va vous donner des clés pour pouvoir mieux réussir à aller plus vite avec les bonnes bases. Et est-ce que c'est ouvert à tous et à toutes ce programme-là? Très bonne question aussi. Est-ce que c'est ouvert à tous? Alors, je dirais oui et non. Alors oui, dans le sens où pour ceux qui n'ont pas de diplôme d'études collégiales, donc le DEC, c'est ouvert. Pour ceux qui n'ont pas non plus un diplôme d'études secondaires, ça se réfléchit, c'est possible. Il y a des opportunités. Je sais que d'autres universités accueillent des étudiants sans DES. En fait, ce n'est pas tellement le niveau de diplôme qui est important, c'est plutôt l'expérience. Il faut avoir au moins 3 ans d'expérience de travail après un diplôme d'études secondaires complété. On ne va pas demander des étudiants de secondaire 3 ou secondaire 2 de venir directement à l'université. Il y a quand même un cheminement à avoir. Et puis d'avoir un projet d'études bien réfléchi. Donc, je vous dirais que c'est plus d'avoir une démarche, d'avoir de l'expérience de travail, 3, 4, 5 ans, idéalement au moins 5 ans, puis d'aimer lire, d'être curieux, d'être déterminé et puis persévérant. Je pense que c'est vraiment c'est plus ça qui fait qu'on a une combinaison de compétences et de qualités qui fait que c'est ça, l'étudiant réussit mieux, voire très bien en fait son programme. Et alors, quand on entre dans ce programme Accès FEP, concrètement, à la fin du programme, qu'est-ce qu'on a comme avantage? Qu'est-ce que ça nous Alors, apporte concrètement?
je vais citer un étudiant. Je vais vous conter une petite histoire. J'avais ce n'est pas isolé, ce n'est pas une histoire isolée, elle s'est reproduite, j'ai entendu plusieurs fois, mais celle-là, elle parlante encore plus que les autres, je pense. On avait un étudiant qui a beaucoup d'expérience, puis qui s'était inscrit à des cours comme étudiant libre, et avec plutôt de bonnes notes. Puis, quand il a déposé une demande d'admission, il a été référé au programme Accès-FEP. Alors, au début, il m'appelait, m'écrivait, me disait, ben, voyons, j'ai quand même réussi assez bien mes cours. J'ai dit, mais c'est ça, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de DEC, donc on contourne déjà le système d'une certaine manière. Alors, on aimerait vraiment s'assurer que, oui, comment dire, cette passerelle entre le milieu de travail et la faculté, en fait, se passe pour le mieux. On veut éviter un double échec, donc vos projets peuvent changer. Alors, il a suivi des cours et en fait, ça fonctionnait très, très bien. Puis, on lui a dit peut-être que vous aimeriez raccourcir votre projet, votre programme, parce que vous avez des résultats aussi bien bons dans votre certificat qu'au programme Accès-FEP. Et lui-même a dit, ah, non, 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 j'en ai besoin parce que moi, je vais aller plus loin qu'un certificat. Et comme ça, il se peut que j'aille dans d'autres programmes, mais en fait, ce programme-là m'a permis de réduire mon temps de travail et d'études de plus de moitié. Donc, je suis beaucoup plus performant en ayant de meilleurs résultats. Donc, j'aimerais ça continuer, poursuivre, finir ce programme-là, ce qu'il a fait. Puis finalement, il a fait un bac par cumul et il est candidat à la maîtrise. Donc, c'est juste pour dire que ça offre une chance de renforcer ses capacités, de pouvoir changer de projet facilement, d'être plus flexible par rapport dans un monde mouvant, justement, comme celui de la COVID. Donc, ça permet de développer une distance critique, d'avoir des méthodes et une profondeur dans sa réflexion. Donc, indépendamment des études, indépendamment des certificats, ça permet d'acquérir une démarche scientifique et académique ou tout au moins la comprendre. Et c'est ça qui nous importe. C'est vraiment de développer chez l'étudiant une rigueur et un argumentaire solide. Donc, nos charges et cours vont accompagner l'étudiant dans ces démarches-là. Ce ne sera pas de donner des recettes, c'est de trouver comment on adapte des outils et des méthodes pour pouvoir toujours mieux rebondir, quel que soit le cours, quel que soit le programme, et de bien réussir. Et si les études ne sont pas pour la personne, ce n'est pas un échec. On ne considère pas que quelqu'un qui recule et qui voudrait qui voudrait retourner au collégial ou avoir une formation encore plus pratico-pratique, à ce moment-là, on le voit aussi, nous, comme une réussite, pour autant que l'étudiant soit heureux et content, en fait, par rapport à son apprentissage. D'accord. Et ça prend combien de temps de faire ce programme? Ça prend en fait, officiellement, ça prend entre 1 trimestre et 2 ans. Mais moi, je préfère dire 2 trimestres et 2 ans. Je vais vous dire pourquoi 2 trimestres, parce que je pense que c'est important de ne pas se précipiter. Donc, si c'est 4 cours à temps plein, si l'étudiant n'a pas de test de français à faire, il a juste les 4 cours, donc 3 cours obligatoires, un cours optionnel. Le cours optionnel permet de valider en fait que l'étudiant a les compétences universitaires, que ce sont souvent des cours universitaires qui sont dans le bloc B, donc le bloc optionnel. Mais c'est juste que avant de se précipiter, de déposer une demande de changement de programme dans un certificat, on leur propose toujours d'aller faire un trimestre avec nous encore en sélectionnant des cours du certificat. Donc, on a comme un petit peu ce qu'on appelle la session transitoire ou le trimestre transitoire, dans le sens où vous faites vos 4 cours si vous n'avez pas de cours de français à faire. Au trimestre suivant, vous faites les cours un cours ou 2, ou en tout cas de votre certificat. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Vous avez en plus un choix de cours qui est sélectionné avec nous. Et ensuite de ça, vous pouvez déposer votre demande de changement de programme pour aller dans vos certificats. Donc, ça permet aussi à l'étudiant qui pensait que son cheminement était déjà défini, de le revoir si jamais dans des cours sélectionnés où le projet d'études originel devait changer. Et c'est très important parce que ça arrive souvent qu'un étudiant finalement se dise finalement, ce n'est pas cette matière ou ce n'est pas ça que je veux faire. J'ai appris qu'il y avait d'autres options, d'autres possibilités et ça m'intéresse aussi de les explorer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est disons que le 2 trimestres serait plus adéquat si on laissait la chance à l'étudiant de pouvoir le sélectionner.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous toucher un mot de compétences FEP? Competence Web, alors Competence Web, c'est un outil qui est gratuit, qu'on a construit à la faculté pour aider les étudiants de tous les programmes. Donc, c'est vraiment fondé sur les compétences, ce qu'on appelle génériques et transversales, c'est-à-dire c'est le métier d'étudiant. Au-delà de la discipline que l'étudiant doit appréhender, comprendre, lire, etc., il y a tout le travail d'étudiant, donc le métier d'étudiant qui doit être compris et exploré, puis idéalement maîtrisé. Donc, vous avez des compétences comme, par exemple, le travail en équipe, savoir communiquer à l'oral, à l'écrit. Donc, toutes ces compétences-là ont été développées, mises dans un outil numérique, sur une plateforme, en fait. Et puis, vous pouvez sélectionner ces compétences-là. Elles sont associées ensuite à des outils. Ainsi, ça vous permet d'illustrer, de comprendre ou même de renforcer vos compétences par rapport à toutes ces dimensions qui sont nécessaires pour réussir ces études, indépendamment, encore une fois, de la discipline que vous choisissez. Donc, c'est un outil à disposition. Vous pouvez, je ne sais pas si le lien pouvait être mis dans le fil de discussion, mais c'est ça, je vous invite vraiment à consulter. Puis, c'est un lien qui reste ouvert, donc vous pouvez consulter tout au long de vos études. D'accord, merci Karine. Alors pour ceux qui se seraient connectés en cours de route, là on vient de voir donc un des premiers accélérateurs qui permet un retour réussi aux études à la FEP, qui est Accès FEP. Il y a une question peut-être qu'on peut prendre tout de suite parce que c'est vraiment en rapport avec Accès FEP. Est-ce que les cours d'Accès FEP sont des cours le soir, le jour et est-ce qu'il y en a à distance? Alors, les cours en ce moment sont en ligne. Ça veut dire que sont via Zoom du fait de la pandémie. En général, ce sont plutôt des cours en présentiel, on préfère, parce que ce sont sous forme d'atelier. Donc, puis les chargés de cours dans les étudiants aiment se voir et se rencontrer, échanger. Ceci dit, on arrive très bien à le faire, on arrive plutôt bien à le faire à distance maintenant. Ce sont la majorité, tous les cours obligatoires sont des cours de soir et certains cours optionnels sont de jour, souvent le samedi, dimanche. D'accord, merci Karine. Alors on va passer à Fabienne. Est-ce que tu peux nous parler d'une piste que beaucoup d'étudiants ignorent, en fait, qui est l'équivalence de programme de l'UDEM? Oui, je vais vous illustrer avec des exemples. Toutes les situations, on peut récupérer des crédits. Et attendez, je vais partager mon écran. Puis dans ce premier cas-là, ça s'adresse à des étudiants qui ont commencé un programme à l'Université de Montréal, par exemple dans un bac, dans une majeure, et qui ont interrompu leurs études, puis qui voudraient savoir est-ce que c'est récupérable, parce que souvent, ils ne se posent même pas la question. Alors, je ne suis pas dans le bon outil. Alors, voilà, je démarre avec l'exemple d'Olivier. Je vais faire une petite parenthèse ici. Là, je vais vous montrer quelques exemples, mais dans un document qui est beaucoup plus complet, qui va être en lien avec la présentation d'aujourd'hui sur les accélérateurs. Vous aurez les détails. Alors, moi, je vais vous donner des exemples pour chacun de ces accélérateurs-là, avec aussi la façon de procéder pour les récupérer. Alors, Olivier, lui, il a fait 36 crédits dans un programme de bac spécialisé à la Faculté des arts et des sciences, donc qui n'est pas de la Faculté de l'éducation permanente, et à l'Université de Montréal, mais il a interrompu ses outils il y a presque 2 ans. Donc, il dépose une demande d'équivalence in extremis à la FAS parce qu'il a appris par hasard que ça pouvait être fait. Et l'analyse de son dossier par la Faculté des arts et des sciences lui a accordé une équivalence d'une mineure de programme. Ce n'est pas un diplôme, mais c'est une forme d'attestation qui pourra être utilisée dans une composante d'un cheminement de bac par cumul. Alors, je vais vite là-dessus. Puis pour faire une petite histoire courte, Olivier, bon, il avait fait 36 crédits. Il a récupéré 30 crédits dans cette équivalence de programme. Il lui reste donc 6 autres crédits qu'il a pu récupérer dans 2 certificats de la Faculté de l'éducation permanente, 3 crédits à titre de cours à option et 3 autres à titre de cours au choix. Évidemment, après, en respectant toutes les conditions, il a associé ces 2 certificats de la FEP avec cette équivalence et il a obtenu un bac par cumul
de l'Université de Montréal. Je vais maintenant vous parler de Sophie, qui a obtenu des transferts de cours de l'UDM. Alors, Sophie, et ça, il faut bien comprendre, tout ce qui se nomme transfert de cours, ça fait référence à des cours qui ont été faits au sein de l'Université de Montréal. Pas HEC, pas l'UQAM, pas McGill, Université de Montréal. Alors, elle a réussi 12 crédits dans un programme de bac en relations industrielles. Puis, elle a arrêté il y a à peu près 5 ans. Elle est allée travailler 2 jours à temps complet. Puis là, elle se dit, bon, ben, j'aimerais bien récupérer ces crédits, puis je vais aller au certificat en relations industrielles parce que je peux étudier le soir, à temps partiel, etc. Alors, dès son admission au certificat, elle s'assure avec sa TGDE, la technicienne à la gestion des dossiers étudiants, qu'elle a pris note du fait qu'il va y avoir des transferts de 12 crédits qui concordent avec, de son bac, qui concordent avec les cours du certificat. Et un peu plus tard dans le trimestre, la TGDE fait la procédure et au trimestre suivant, l'étudiante verra ses cours transférés. Alors, tout est transféré, la note, les crédits, le titre du cours, dans son relevé de notes. Maintenant, je vais vous parler du cas de Tim, qui a demandé une substitution de cours. Dans son certificat en publicité en communication, Tim communique avec son responsable de programme parce qu'il avise qu'il a déjà réussi et suivi un cours en publicité il y a moins d'1 an dans un autre certificat, celui en gestion philanthropique, qu'il a terminé. À ce moment-là, le responsable du programme, étant donné que le PBT 1001 est un cours obligatoire au certificat en publicité et communication créative, le responsable autorise une substitution de cours avec un autre cours de publicité. Cette substitution sera inscrite dans le dossier de l'étudiant. Ce n'est pas l'étudiant qui détermine quel cours il va mettre en substitution. Alors, en plus de ça, Tim il remarque qu'il a réussi un autre cours de PBT en gestion philanthropique qui est offert dans un des blocs de cours à option du certificat en publicité et communication. Dans ce cas-là, il ne demande rien, il n'a pas de substitution à demander parce que comme ce n'est pas un cours obligatoire, il a juste à choisir un autre cours que le PBT parce qu'il ne va pas le reprendre, 2006, un autre cours du bloc à option. Maintenant, pour des exemptions de cours, je vais vous donner 2 exemples. D'abord, celui de Yasmine, qui est… Ah oui, Yasmine, elle, c'est une personne qui a complété un DEC en intervention en délinquance il y a 2 ans avec une cote R de 28. Elle est très intéressée par 3 des certificats de la FEP, criminologie, santé mentale et intervention en dépendance, qui offrent des passerelles DEC certificats avec son DEC en particulier. Alors, elle projette de demander une exemption de 3 crédits dès son admission à chacun de ces programmes sur la base de la passerelle DEC. Mais comme il y a une des conditions est d'avoir complété le DEC correspondant depuis moins de 8 ans au moment de l'admission au certificat, il faudra que Yasmine s'organise à l'intérieur des 5-6 ans qui lui restent comme délai pour faire les demandes d'admission dans ces 3 programmes à l'intérieur de ce délai, si elle souhaite bénéficier des 9 crédits en exemption. Alors, vous savez, je fais une parenthèse ici, qu'on n'est pas obligé de compléter un certificat pour en débuter un autre. Alors là, il y a un jeu. C'est pour ça que quand tantôt Karine nous disait c'est important de connaître les clés dont vous disposez pour pouvoir justement accélérer au plus votre cheminement. Je vais un peu vite, moi aussi j'accélère, mais il y a une autre forme d'exemption, pas seulement la passerelle DEC-BAC, celle avec la reconnaissance des acquis expérientiels. Alors là, j'ai pris l'exemple et puis de toute façon, il y a notre collègue Yves Delair qui va vous en parler plus en détail, mais je vous donne l'exemple. Alors, ce jeune homme a travaillé 5 ans en hébergement pour les jeunes en difficulté. Et à partir de la page de la reconnaissance des acquis qui est sur le site de la FEP, il constate, il remplit les questionnaires pour chacun des cours dans ce programme-là qui sont ouverts à la reconnaissance des acquis, puis il se rend compte qu'il y a un bon potentiel pour au moins 6 cours. Et puis ça l'encourage vraiment. Vous savez? Bon,
il va devoir attendre d'être admis d'abord dans ce certificat avant de faire ses démarches. Puis là, d'ici là, il va être en mesure de regrouper toutes sortes d'éléments pour créer un portfolio professionnel qui pourront justement démontrer ses apprentissages. Et une fois qu'il sera admis, il pourra entrer en contact avec l'équipe de la reconnaissance des acquis et il sera accompagné pour formaliser sa demande. Et là, il va apprendre que même s'il a un bon potentiel pour 6 cours, ben, il y a un maximum de 5 cours qu'on peut reconnaître en exemption dans un certificat. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire parce qu'il a un beau potentiel qu'il va pouvoir démontrer, faire la démonstration et que ce soit accordé. Mais ça, Yves va vous en parler tantôt. L'équivalence à partir de cours réussis dans une autre université. Vous êtes nombreux, des gens qui viennent à la faculté, qui arrivent avec des cours flottants ou pas flottants de d'autres universités. Lorsqu'ils sont, alors je donne l'exemple de Jules, lorsque ces crédits ne sont pas trop vieux, puis avec une note minimale de C, on peut éventuellement les reconnaître en équivalence. Alors, je prends l'exemple de ce monsieur, il vient de loin. Il a été diplômé il y a 7 ans avec une licence en marketing et il souhaite reprendre ses études au Québec pour élargir ses champs de compétences et de connaissances. Alors, il découvre qu'il y a le certificat d'études individualisées géré par notre collègue Caroline Bergeron. Il découvre que là, il y a de la place pour 15 crédits de cours au choix. Et là, il se dit, si on peut m'accorder des équivalences pour 15 crédits, moi, je vais faire la concentration qui m'intéresse, créativité, innovation. Alors, évidemment, l'analyse sera faite par qui? Par la responsable du programme. Tout ce qui est équivalence, ça doit être acheminé à l'équipe du programme qui en fera l'analyse. Alors, en plus, il est intéressé par le certificat en gestion philanthropique et compte demander une équivalence pour un cours qu'il a fouillé, qu'il a été voir et qui correspond au descriptif d'un cours qu'il a fait dans sa formation hors Québec. Alors, il a peut-être un potentiel là aussi pour une équivalence de cours à cours. Alors, j'espère que… je fais un survol rapide de la procédure. Puis comme je vous dis, vous trouverez tous les détails dans le PDF qui va être beaucoup plus complet. Alors, la reconnaissance des acquis expérientiels, on s'adresse à qui? On s'adresse à l'équipe de reconnaissance des acquis. Et j'ai oublié de mentionner que pour tout ce qui est équivalence de cours ou exemption de cours, on ne peut pas dépasser 15 crédits au total dans un certificat d'équivalence ou d'exemption, mais c'est déjà énorme, c'est la moitié d'un certificat. Et parfois, on peut distribuer ces équivalences sur différents certificats, ce qui est parfois aussi une façon de récupérer de façon plus large. Pour tout ce qui est équivalence, exemption et substitution de cours, là, on doit en faire la demande par écrit à son équipe de programme une fois qu'on est admis dans le programme. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de faire un survol très rapide de ce qu'on retrouve dans l'article 8 sur la reconnaissance des acquis expérientiels, sur la reconnaissance des acquis de cours et crédits de cours. Alors, on a parlé de transfert, de substitution, d'exemption et d'équivalence. Alors, j'ai terminé ma partie. Merci Fabienne. Alors on voit qu'il y a vraiment plusieurs façons de récupérer des crédits et ça c'est très intéressant parce qu'on a tous des chemins de vie différents et donc c'est très intéressant de voir qu'on peut toujours raccrocher les wagons et continuer et aller de l'avant. Donc merci beaucoup. La présentation dont tu parlais Fabienne va être envoyée aux participants par courriel, donc vous allez la recevoir et avoir vraiment tout le détail. Caroline, si j'ai Oui. des crédits non utilisés pendant mes études, qu'est-ce que je peux faire avec? Ça, c'est une bonne question parce que là, on a vu avec Fabienne qu'il y a beaucoup de possibilités pour récupérer des crédits. C'est bien beau, mais il faut savoir dans quoi on les met, hein. Alors, on peut les mettre dans différents programmes à la FEP pour lesquels ça fonctionne, mais il y a également un programme qui s'appelle le certificat d'études individualisées que je gère et qui est le réceptacle absolument rêvé pour recueillir un nombre important de crédits de différentes façons.
Bon, qu'est-ce que c'est le certificat d'études individualisées? Je vais vous montrer une petite, non, c'est pas ici. Je vais partager mon écran pour vous montrer graphiquement ce que c'est le certificat d'études individualisées. Ça va vous donner une meilleure idée. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Oui, bon, Oui, d'accord. oui, on voit ton écran. Alors, qu'est-ce que c'est le certificat d'études individualisées? Finalement, c'est que c'est un programme dont la structure est particulière, c'est-à-dire que c'est un certificat comme les autres qui a 30 crédits, mais c'est un certificat qui est, si on veut, divisé en deux. Il y a une portion qui est dévolue à une discipline, ce qu'on appelle une concentration. Donc, c'est un certificat où on va étudier une discipline en particulier selon un parcours déjà établi. Et l'autre moitié du certificat, la partie 2 ici, est constituée essentiellement de cours complémentaires qui sont entièrement au choix de l'étudiant. OK? Donc, ce qui fait que ces cours qui sont ici n'ont pas besoin d'avoir de lien entre eux, ni de lien avec la concentration. La concentration qui est ici suit, suit un parcours qui est défini d'avance, si on veut, mais le choix des concentrations est vraiment très important. Une concentration comprend 15 crédits. Il y en a à peu près une centaine de possibles à l'Université de Montréal. Et on peut également y accueillir les micro-programmes de HEC ou de Poly. Donc, on a une discipline ici et les concentrations, il y a pour chacun des certificats de la FEP, nous avons une concentration qui y correspond. Donc, si quelqu'un est intéressé à faire des cours des cours dans le domaine de la crimino, sans faire tout le certificat de criminologie, la personne peut se tourner vers la concentration de criminaux, la mettre dans son certificat d'études individualisées qui soit, à ce moment-là, ça sera un certificat d'études individualisées en sciences avec la concentration criminologie et compléter avec des cours au choix dans n'importe quel domaine. Quelque chose d'important à mentionner, c'est qu'il n'y a pas besoin de compléter toute la concentration avant de faire les cours au choix. C'est un tout. Alors, on peut faire un cours dans la concentration, un cours au choix. Donc, c'est vraiment très, très, très souple. Donc, les cours qu'on a récupérés, la plupart du temps, vont se retrouver dans les cours au choix, à moins que dans les cours récupérés, on ait des cours également de la concentration. J'espère que ça répond à la question de Laura. Oui. Oui. Oui, et à quel type de profil est-ce que ça s'adresse, ce certificat, et à quel moment est-ce qu'il est intéressant de le faire? Le certificat d'études individualisées, en fait, ça s'adresse, je vous dirais, à deux types d'étudiants. OK? Ça peut être, puis deux types d'étudiants qui sont à deux moments différents également. Je vous dirais que je recommande plutôt le certificat d'études individualisées à la sortie, c'est-à-dire en troisième certificat avant d'obtenir le bac par cumul. Parce que, en fait, ce certificat, c'est un outil rêvé pour aller y inclure des crédits qu'on aurait déjà fait ailleurs et qui se trouveraient à être flottants. Ce qui veut dire qu'on aurait déjà fait peut-être une première formation qui va rentrer dans un bac par cumul. Donc, le CEI peut être finalement le dernier certificat qui vient compléter le trajet pour un bac par cumul et on vient récupérer des crédits qu'on a fait ailleurs parce qu'on a commencé un programme qui ne nous a pas convenu. OK? Donc, ça peut être ce genre ça peut convenir à ce genre de personnes. Donc, troisième certificat pour récupérer des acquis et terminer vers un bac par cumul. Ça peut être également, et c'est peut-être un petit peu moins recommandé, mais ça peut toujours fonctionner, ça peut aussi être un premier certificat où on a envie d'explorer une discipline sans pour autant aller s'engager dans un certificat au complet. OK? Donc, on fait en premier certificat une concentration en criminaux avec quelques cours de d'autres domaines qu'on veut explorer.
Qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'on trouve que tout ça est très bien, on finit le certificat et ça termine là, mais ça peut ouvrir également vers: «Ah, mais j'ai beaucoup aimé ma concentration en criminaux, je veux faire tout le certificat». Auquel cas, la personne utilise ses crédits de sa concentration et va les transporter dans son certificat de criminaux au complet. Et les cours au choix restent là. On peut conserver le certificat d'études individualisées pour faire une autre concentration et que ça devienne son deuxième certificat. Donc, ça peut être ça. Et il y aurait un troisième type, si on veut, c'est quelqu'un qui est sur le marché du travail depuis quelque temps. Il ou elle a besoin d'aller se chercher des compétences très, très précises, mais qui ne sont pas nécessairement toutes dans le même certificat puisque ce sont des compétences différentes. Le certificat d'études individualisées devient alors un véhicule très intéressant. On s'inscrit dans une concentration qui va nous apporter des compétences importantes. Je dis n'importe quoi, mais disons rédaction, parce qu'on a toujours besoin de savoir écrire et bien écrire. Alors, on s'inscrit là, mais on va se chercher un cours d'anglais, on va se chercher un cours de résolution de conflits qui provient du domaine de la victimologie, on va se chercher un cours de droit qui vient nous éclairer sur la dimension des contrats, parce qu'on utilise ces concepts dans notre pratique. Donc, ça devient un certificat d'appoint pour des gens qui sont en situation professionnelle et qui ont besoin d'aller chercher des compétences très pointues, ciblées. Alors, voilà à qui ça sert. Et voilà. Donc, j'espère avoir Merci. répondu à tes questions. Oui, justement, tu parlais de professionnels, ça me fait penser à la Oui. reconnaissance des acquis, expérientiels. Alors, Yves, est-ce que tu peux nous parler, en fait, de cette, reconnaissance, des acquis expérientiels? Oui, oui, avec plaisir. Bah, écoutez, comme ma collègue Fabienne Coudary vous l'a dit tout à l'heure, c'est la reconnaissance des acquis expérientiels. En fait, c'est une des façons de récupérer des crédits. Et donc, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance des acquis expérientiels? Bah, c'est une démarche qui permet à une personne adulte qui souhaite se faire reconnaître son expérience professionnelle afin d'éventuellement avoir une exemption de crédit pour accélérer sa démarche, son retour aux études. Donc voilà ce que c'est D'accord. que la reconnaissance des acquis expérientiels. D'accord, et est-ce que, l'expérience de vie, par exemple, peut être aussi reconnue? Oui, alors c'est l'expérience au sens large, avec évidemment quand même un questionnement, c'est qu'il faut que ce soit une expérience qui soit pertinente, qui soit jugée pertinente. Donc c'est aussi bien une expérience professionnelle qu'une expérience personnelle. J'ai un bel exemple, c'est que j'ai récemment accompagné une maman de 3 enfants qui voulait un certificat en intervention troubles déficience intellectuelle et TSA. Et bah, cette maman-là, elle avait quand même une belle expérience de vie personnelle parce que s'occuper de 3 enfants, quand on veut faire un certificat comme ça, il y a des éléments qu'on peut récupérer. Mmh. Donc je dirais tout l'enjeu, c'est d'arriver à en faire la démonstration. Voilà. D'accord, et alors justement, comment ça marche? À quel moment, si on veut récupérer des crédits, à quel moment est-ce qu'on doit faire la reconnaissance, enfin la demande de cette reconnaissance? Est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'il faut faire la demande? À quel moment il faut la faire? Quelle est la démarche? Bah, c'est pas automatique évidemment, c'est une démarche il faut faire la demande. Alors, bah, c'est à voir avec votre responsable de programme. Vous pouvez voir ça aussi avec des personnes qui sont là pour vous conseiller. C'est sûr que c'est une démarche que vous pouvez entreprendre plus c'est en amont, plus vous aurez peut-être de choix d'options possibles pour disons, personnaliser votre parcours. C'est également une démarche où, quand on parle d'obtenir des crédits, c'est pas un don, hein. L'université ne donne pas des crédits. Alors, c'est Mmh. ça qui est très important. Ce n'est pas une démarche où vous venez, vous remplissez quelques papiers, puis on vous donne 3, 6, 9 crédits. Pas du tout. C'est une démarche où vous allez devoir faire un travail de compilation de votre expérience professionnelle. Il va falloir aussi faire la démonstration que vous avez bien les acquis que vous prétendez avoir. Donc, cette démonstration, elle se fait avec une instrumentation. Donc, par exemple, c'est un portfolio qu'il faut compléter dans lequel vous allez devoir expliciter votre expérience. Ça, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu, qui peut impressionner, mais il faut être rassuré. Il y a un accompagnement qui est fait à travers ça, et c'est le rôle des conseillers de vous accompagner, donc de vous aider à verbaliser votre expérience et à répondre en fait aux objectifs du cours pour lequel vous voulez obtenir une exemption de crédit. D'accord.
Bon, bah, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'outils. Merci à tous les quatre. Il y a beaucoup d'outils pour accélérer son parcours et en tout cas soit l'accélérer, soit le rendre possible même. Donc, merci. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Alors, on va s'arrêter là et on va passer aux questions du public. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, par écrit, ou sinon, levez la main en cliquant sur lever la main et on va vous demander d'ouvrir votre micro. Est-ce qu'en attendant la première question, est-ce que je pourrais revenir sur un Bien point sûr. important? Bien sûr. Pour tout ce qui est équivalence ou transfert de cours, il est très important de voir à ce que les crédits ne soient pas caducs. C'est-à-dire que dans l'article 8, vous allez voir qu'il ne faut pas que ces cours aient été faits il y a plus de 10 ans. Et parfois, dans certains programmes, c'est peut-être un peu moins. Donc, quand Caroline nous disait que ça peut être le certificat peut être un très bon enjeu, très bon véhicule pour ça, si vous le placez en troisième programme pour un bac par cumul, vous risquez, il faut vraiment que vous surveillez vos arrières, de vous assurer que quand vous allez être rendu là, vos crédits seront toujours moins de 10 ans. Alors, quand je prenais l'exemple du monsieur qui avait fait des études hors Québec, qui datait de, je crois, de plus de 7 ans, lui, il a choisi de faire son premier certificat d'études individualisées parce qu'il ne voulait pas perdre à cause de cette limite de temps. C'est cette possibilité-là. Quand on dit que c'est du sur-mesure à la faculté, c'est du sur-mesure. Oui. Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose à ce que Fabienne dit? Je voudrais juste montrer, je montre ici les conditions à respecter pour récupérer un cours. Donc, comme Fabienne a dit, que les cours aient été faits il y a moins de 10 ans. Il faut qu'ils aient été réussis avec la note de C et plus. C, il faut comprendre que c'est la convention qui a été établie par les universités du Québec ensemble. C représente 2,0. Et puis, bien évidemment, il faut que ce soit des cours de premier cycle si on veut les mettre dans un certificat de premier cycle. Voilà, donc visuellement, je voulais vous afficher ça et ma présentation va être disponible également. Merci. Je te redonne ça, Laura. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions du public? C'est le moment de cliquer sur lever la main ou sinon d'ouvrir son micro. Alors, il y a une question, il y a des questions dans le chat. Alors, je vais les poser. Si vous avez des questions et que vous voulez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, levez la main et comme ça, je saurai après à qui m'adresser pour continuer. Donc, il y a une première question. Est-ce que le programme Accès-FEP est disponible cet été, Karine? Oui, il est offert à chaque session. Il y a des demandes d'admission aussi qui peuvent être déposées à chaque session, donc automne, été, hiver. Seulement, à l'été, il faut faire attention, c'est une session intensive. Donc, pour toute la faculté, les cours commencent à peu près entre le 1er mai et finissent autour du 20-23 juin. Donc, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'un cours est condensé sur 7-8 semaines au lieu de 15. Donc, il y a aussi pour cette raison-ci, il y a moins de cours. Mais effectivement, nous avons des cours optionnels et comme seul cours obligatoire offert à l'été, c'est le EDP 1050, donc c'est questions actuelles dans son domaine d'études. C'est un cours qui permet de travailler l'argumentation et travailler sur la terminologie de discours et ne pas comprendre aussi la différence entre une opinion, un fait et un argumentaire. Donc, on vous apprend à vous dépatouiller là-dedans. C'est un cours qui est accessible, il n'y a pas de préalable par rapport à ce cours-là. D'accord. Voilà. Merci Karine. Alors, il y a une autre question sur Accès-FEP de quelqu'un qui dit « Je travaille 40 heures par semaine. Combien de temps d'études demande un cours en Accès-FEP? Y a-t-il un temps maximum pour faire ce programme ?» Alors, il y a un temps maximum qui est 2 ans. Mais je vous dirais que quelqu'un qui travaille 40 heures, ce programme a été fait exactement pour ce profil d'étudiant-là. C'est-à-dire qu'on sait que vous travaillez, on sait que c'est un frein à faire des études. Donc, en fait, l'idée, c'est que c'est travailler des compétences universitaires qui peuvent être d'ailleurs en lien avec le milieu de travail. Donc, c'est comme une espèce de vase communicant entre eux. Vous allez renforcer vos compétences universitaires à partir de ce que vous avez, tout votre milieu professionnel. Donc, ça peut aussi vous aider pour votre milieu professionnel.
Et je vous conseille toujours de commencer par un cours. Une fois que vous sentez plus à l'aise avec toute la mécanique académique, universitaire et notamment celle de l'Université de Montréal, vous pouvez graduellement en fait, augmenter le nombre de cours. Certains qui sont à temps plein font 2, 3 cours, je dirais pas plus que ça, mais il y en a qui font aussi 4 cours, mais ces 4 cours, il faut comprendre que c'est du temps plein. Ça veut dire que vous venez de doubler votre nombre d'heures de travail dans la semaine, c'est-à-dire 40 heures de travail, 40 heures d'études. Alors, il y en a qui le font. Je l'ai vu. C'est tout un défi. Ça veut dire un sacrifice par rapport à sa vie sociale, sacrifice par rapport à sa vie familiale. C'est un choix. C'est sûr que ça ne dure pas ad vitam aeternam pour toute la vie, mais c'est vrai que c'est très exigeant. Donc, avant de vous lancer là-dedans, je propose toujours d'y aller graduellement pour comprendre la mécanique. Et plus vous la comprenez bien, plus vous la maîtrisez, plus ça va vite. Et même, plus vous augmentez de chances de réussir vos cours avec moins de difficultés. D'accord, merci. Il y avait une question aussi sur quelle est la date limite pour s'inscrire à AccessFab cet été. Et donc, on vous a partagé dans le chat les dates limites pour les demandes d'admission. Pour cet été 2021, c'est ouvert jusqu'au 1er avril. Et pour l'automne 2021, c'est ouvert jusqu'au 1er juin. Également, une autre question sur les documents. Est-ce qu'ils seront partagés dans la fenêtre de chat ou par courriel? On va tout vous envoyer par courriel. Donc, ça sera plus simple pour vous de les retrouver, puis surtout de les garder parce que dans le chat, une fois qu'on se déconnecte, ce sera moins possible. Je voudrais Merci. juste rajouter Oui. que je remercie les candidats ou les étudiants qui posent des questions. C'est très important. Ne gardez pas ça pour vous. Toutes les réponses ne sont pas nécessairement sur le site. C'est ça. Oui, et puis J'aimerais c'est vraiment surtout aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le cas pour Oui. toutes les présentations de la semaine FEP, mais particulièrement pour cette présentation sur les accélérateurs qui sont vraiment des outils sur mesure. Donc, c'est certain que vous allez avoir des questions par rapport à votre parcours. Alors, profitez-en, là, il nous reste encore 12 minutes aujourd'hui, ou même plus, on prendra, s'il faut dépasser de 2-3 minutes, on va le faire, là. Profitez-en vraiment. Fabienne, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais répondre à une sous-question de Mathieu. Il faut pour n'importe quel cours, que ce soit AccessFEP ou un autre cours universitaire, pour 3 heures de cours, il faut calculer l'équivalent en temps personnel de 6 heures. Donc, pour un cours de 3 crédits, il faut planifier dans votre semaine 9 heures de travail, d'études. Et ça, c'est sans compter le déplacement, s'il faut se déplacer pour se rendre au cours. Mais je dirais que même pour AccessFEP, c'est même un petit peu plus dans le sens où il faut juste penser qu'en 4 cours, on essaye de couvrir tout ce que vous avez, tout ce qu'un étudiant régulier a développé dans un deck. Et plus encore, parce qu'on est au niveau universitaire. On n'est pas au niveau collégial, on ne réplique pas le collégial, on est vraiment en contexte universitaire. Donc, c'est un peu qu'un cours, ce soit 9-10 heures de travail. Ça peut être très exigeant au début. Et comme je vous disais, plus vous comprenez la mécanique, et plus ça va vite, et moins le temps de travail demandé à l'extérieur est élevé.